Bienvenue dans cette émission du lundi 15 mai 2023 qui sera consacrée une fois de plus à la personnalité d'Emmanuel Macron. Nous sommes en effet confrontés à des scènes de plus en plus ouvertement et manifestement délirantes, comme cette fameuse descente le 8 mai, où Emmanuel Macron avait fait bloquer les Champs-Élysées et toutes les rues adjacentes pour qu'il ne puisse y avoir personne à proximité, redoutant, j'imagine, une casserolade ou les manifestations. Mais donc on a pu voir cet énergumène descendre les Champs-Élysées en saluant une foule absente. Et donc ça a évidemment fait le bonheur des dessinateurs de presse. Dans Canard enchaîné, Macron invente le bain de foule à huis clos, et Christian Dubuis-Santini cite fort à propos une citation de Guy Debord, penseur, auteur de la Société du spectacle, qui avait prophétisé « Cette société va devenir à tous les niveaux de plus en plus péniblement ridicule ». Alors voilà, on comprend bien qu'il y a un problème de santé psychique chez le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il est tellement pris dans le simulacre et dans une logique de tyran omnipotent qu'il peut faire vider la foule et par sa souveraine autorité, la recréer dans l'imaginaire et le spectaculaire pour faire croire qu'il est acclamé d'une population qu'il adore. Mais la réalité, on s'en rend bien compte, c'est qu'il n'y a à peu près plus personne qui le supporte, et à juste titre, parce que nous ne sommes pas juste dans les défauts de caractère d'un homme politique, nous sommes dans une dimension beaucoup plus grave qui est celle que je vais aborder aujourd'hui. Alors il y a effectivement un désaccord, une totale aujourd'hui entre le peuple et le chef de l'État, mais même entre la représentation nationale et le chef de l'État. Donc partout où il va, il y a des concerts de casseroles, partout où il va, la police tabasse, arrête les manifestants, les préfets essayent de faire respecter des interdictions de manifester que la justice identifie à juste titre comme illégales dans la grande majorité des cas. Et aujourd'hui même, il doit y avoir une rencontre à Versailles, entre Emmanuel Macron et 200 grands chefs d'entreprise, c'est-à-dire les grandes entreprises prédatrices actuelles, et donc vous voyez des drones, déploiement de drones, d'hélicoptères, des milliers de flics, et donc la sarabande continue. Et puis, puisqu'il s'agit de mieux comprendre le psychisme de celui qui occupe, sans en avoir la dignité ni la légitimité, les fonctions de chef de l'État, effectivement, il faut se questionner sur cette attitude qui est sienne de ne voir toute contestation, toute critique, tout désaccord comme ne pouvant relever que du déni. Et ça, c'est évidemment le complexe de toute puissance, l'omnipotence. Et donc, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, on est dans l'extrême, on est dans le déni. Et évidemment, Myriam Palomba le souligne, on est dans une inversion des valeurs, dans une inversion accusatoire tout à fait caractéristique. Alors si on regarde la réalité de comment les Français perçoivent leur chef de l'État aujourd'hui, on voit que la seule caractéristique qui est retenu par la plupart des sondés, c'est le côté autoritaire, et ça, il faut être bien myope pour ne pas l'avoir observé, mais toutes les caractéristiques positives qu'on aurait pu imaginer trouver en lui, comme courageux, moderne, digne de la stature de chef d'État, compétent, honnête, rassurant, capable de rassembler, proche des Français, sont misérables en termes de prégnance dans l'opinion publique. Et donc, on est effectivement dans cette situation sans précédent à mon sens, parce que des chefs de l'État aient connu un désamour auprès de leurs électeurs et de la population en général, ça s'est vu de manière répétée, ça fait même partie du jeu politique, mais dès lors qu'il y avait une opposition forte dans le pays, les présidents en question avaient su reculer ou composer avec, mais ne s'étaient jamais enferrés dans une logique, c'est moi qui sais, les autres ont tort, et j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte et quoi que les gens en disent. Et c'est vrai que beaucoup de personnes avaient été séduits lors de l'élection de Macron par le fait qu'il était jeune, mais peut-être est-ce au fond un contre-exemple, et qu'effectivement un politicien tanné par les années et les épreuves, saura qu'il y a des moments où il faut lâcher du lest et ne pas se crisper dans une direction sans issue, là où un jeune chien fou qui n'a à peu près rien vécu, sauf des séjours très courts dans des instituts bancaires,
à brasser des milliards dans des conditions un peu douteuses, manque singulièrement de cette épaisseur humaine. Cela dit, un des fonds du problème est effectivement cette culture du simulacre et du spectacle. Si on fait passer des énergumènes pareils pour des philosophes, je pense que Platon, Socrate et Héraclite se retournent dans leur tombe, aussi antiques fussent-elles. Mais ça veut dire qu'on peut faire passer à peu près n'importe qui pour n'importe quoi. Un autre exemple, Jay Bhattacharya, qui est un authentique épidémiologiste, voyez, en juin 2021, disait « Mais faire porter le masque aux enfants dans les écoles n'a aucun sens. On trouve beaucoup de bactéries et de pathogènes lorsqu'on leur fait porter des masques, donc ça tend à les intoxiquer et il n'y a absolument aucun bénéfice prouvé quant à cette imposition. De toute manière, les enfants sont très peu transmetteurs du virus, donc il faut juste ne pas faire ça. Et vous voyez que dans le même temps, quelqu'un que je considère comme étant un scientifique corrompu dans tous les sens du terme, Antoine Flahault, lui, en novembre 2021, donc plusieurs mois après, Bhattacharya disait « Il faut un masque, même pour les plus petits, il faut absolument les vacciner ». Alors Antoine Flahault, c'est évidemment un vieux de la vieille, il préconisait déjà le Tamiflu généralisé lors de l'H1N1, alors qu'on sait aujourd'hui que ça ne servait à rien. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui va toujours dans le sens déjà d'alarmer le plus possible la population, donc avec des modélisations complètement foireuses et complètement paniquantes, terrorisantes, mais aussi d'imposer les mesures les plus brutales. Et donc, pour moi, ça n'est pas un épidémiologiste, hein. Il est à l'épidémiologie ce que Raphaël Enthoven est à la philosophie. Et d'ailleurs, je sais que dans un terrain en France, Antoine Flahault a falsifié des données d'une recherche de séroprévalence pour pouvoir apporter à Emmanuel Macron les résultats qu'il souhaitait. Donc on est, de mon point de vue, avec des faussaires, sachant par ailleurs qu'Antoine Flahault touche énormément d'argent d'énormément de laboratoires pharmaceutiques et que son institut de santé globale, mais si on appelle ça la santé de nouveau, on peut appeler Bernard-Henri Lévy un philosophe, est financé à coût de dizaines de millions par année par Bill et Melinda Gates. Et donc Macron n'est rien d'autre que la déclinaison dans la fonction présidentielle de ce simulacre, de cette société du spectacle. Mais évidemment que quand il dit que la foule n'a pas de légitimité, alors qu'il parle de la population française, qui à 80% est opposée à son projet, et qui dit face au peuple qui lui s'exprime à travers ses élus alors qu'il use du 49.3 et abuse du 49.3 à répétition parce qu'il redoute la représentation nationale, on est dans ces trianderies systématiques qui sont extrêmement compliquées, mais qui sont aussi extraordinairement dommageables pour la démocratie, enfin, pour ce qu'il reste d'une démocratie qui n'est plus qu'une fiction aujourd'hui, qui n'est plus qu'un simulacre, mais également du contrat social. Alors, on se souvient bien sûr de cette contrition si sincère d'Emmanuel Macron après les protestations des Gilets jaunes. Souvenons-nous-en. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Je prends ma part de cette responsabilité. Et ce qui est intéressant avec 3 ans ou 4 ans ou 5 ans de recul, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas la moindre once de sincérité dans cette contrition, où il disait « c'est vrai, on a pu mal interpréter mes propos, ou j'ai pu paraître être un peu hautain par rapport à certaines catégories de la population, mais c'est pas vrai, je ne suis pas comme ça. » Mais à la première occasion, il récidive. C'est quelqu'un qui a des manières de petites frappes dans une fonction présidentielle, avec un langage ordurier, je vais les emmerder, tiens bon, on les aura ces connards, plus tous ceux que je ne prononce pas ici par égard pour les jeunes oreilles qui pourraient nous écouter. Et donc Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue clinicienne, qui est capable de décrypter ce genre de profil, elle a confié très, très ouvertement sur CNews à propos d'Emmanuel Macron, chaque fois qu'il dit « je respecte », en fait il humilie ou il cherche à humilier. Alors, on voit les affaires sortir les unes après les autres. À l'Élysée, où travaillent plus de 800 personnes, les tensions internes au sein du personnel sont très fortes, harcèlement, mise à pied arbitraire, il y a une forte détresse. Il y a même un homme qui s'est suicidé après avoir été licencié comme un malpropre après 27 ans de service. Et on voit cette attitude toxique et perverse
du chef de l'État et du couple présidentiel, à vrai dire. Et vous voyez Alain Houpert qui dit « Ah oui, sénateur républicain, ah oui, je me souviens, ceux qui ne sont rien ». C'est-à-dire qu'il traite vraiment des catégories entières de la population comme des gens qui ne sont rien, qui ne valent rien, qui ne méritent pas le moindre égard, dans une inégalité de traitement absolument géniale. Donc là, on a appris qu'un retraité de 77 ans a été condamné à un stage de citoyenneté pour outrage envers Emmanuel Macron, crime de lèse-majesté, après avoir accroché une banderole avec écrit « Macron, on t'emmerde » devant sa maison, alors même que Macron a dit publiquement « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder » et en les qualifiant de non-citoyens. Attendez, un président de la République qui désigne une partie importante de la population qui a juste choisi de faire usage de son droit d'accepter ou non de recevoir un traitement médical expérimental de surcroît, lui peut les emmerder, mais quand quelqu'un utilise le même jargon, il se fait condamner. Alors voilà, tout ça pourrait être pittoresque ou anecdotique, mais c'est évidemment d'une gravité extrême, d'autant plus que c'est l'image de la France que cela touche à travers le monde. Et évidemment que les pays et les gouvernements du monde ne sont pas dupes. Donc vous voyez, en 2017 avait déjà paru dans The New York Times une tribune disant « Emmanuel Macron sera encore un président français raté ». Faut-il rappeler qu'il succédait à François Hollande et à Nicolas Sarkozy, donc sans même parler de Jacques Chirac et François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, et on peut remonter jusqu'au général de Gaulle. Et puis vous voyez que récemment, en Chine, où il s'est fait chaperonner par Ursula von der Leyen, qui n'était pas attendue et qui s'est fait recevoir comme un chien dans un jeu de quilles, la presse internationale a souligné que Macron s'est humilié lui-même. Et ce thème de l'humiliation revient très régulièrement avec The Telegraph, qui est un grand journal d'opinion plutôt assez haut de gamme en Angleterre, qui, en avril 2023, titre « Macron humilié devient dangereux ». Et tout en expliquant également que la dette de la France a atteint des niveaux tels, mais du fait de la mauvaise gestion de Macron et de son « nous sommes en guerre » qui n'avait pas lieu d'être, la dette a tellement explosé que la France est entrée dans une spirale absolument irrécupérable. Alors, j'avais déjà cité également le journal allemand Der Spiegel qui a publié un éditorial se demandant « Macron a-t-il encore toute sa tête ?» Barbara Stiegler, évidemment, philosophe, une vraie philosophe, elle, quelqu'un qui sait de qui elle parle, qui dit que la personnalité d'Emmanuel Macron inquiète aujourd'hui très très largement, ce qui est tout à fait vrai. Et puis c'est pas nouveau, vous voyez, le président Erdogan, alors, je suis pas sûr qu'il en est de la santé mentale du président Erdogan. Évidemment que aujourd'hui, pour arriver à la tête d'un État quel qu'il soit, il faut avoir un profil déjà passablement pathologique. C'est-à-dire que l'obsession du pouvoir doit être telle que ça donne à ces personnalités la ténacité et l'endurance nécessaires à traverser tous les coups tordus, les pièges, les choses-trappes, éliminer les rivaux sans état d'âme. Enfin, bien sûr qu'il faut être pathologique, mais vous voyez, chez Macron, il semble quand même que ça atteigne une dimension supplémentaire. Et là, c'est la presse, grand quotidien de Montréal, qui se pose la question, le vrai visage d'Emmanuel Macron. Quel est le vrai visage d'Emmanuel Macron ? Pour comprendre la crise qui déchire la France, il faut intégrer désormais le profil psychopathologique du président de la République. Alors Philippe Murer, économiste, lui décrypte les propos de Macron qui dit « On a eu le Covid, on a eu la guerre, on a eu l'inflation, j'ai fait ce que j'ai pu, les Français sont ingrats, mais attendez, qui c'est qui a dit « Nous sommes en guerre par rapport au Covid » ? La Suède n'a jamais imposé aucune fermeture, aucune mesure restrictive. La Suède a un bilan sanitaire infiniment meilleur que la France. Qui c'est qui entraîne la France dans le conflit contre l'Ukraine avec des livraisons d'armes massives, c'est-à-dire une prise de part au conflit, si ce n'est le président, qui n'a jamais, et de manière totalement anticonstitutionnelle, mis le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale sur cette question. Donc, il précipite la France dans le gouffre et après dit « Oui, mais vous vous rendez pas compte, c'est très compliqué avec tout ce qui s'y passe. » On a vu aussi cette manière extrêmement arrogante de faire de la diplomatie en Afrique, avec des expressions extrêmement abruptes, irrespectueuses, et récemment, Macron a été
recadré par plusieurs présidents africains qui se sont montrés extrêmement assertifs, comme on dit en psychologie, et notamment en République démocratique du Congo, et puis avec des outrances de langage et d'idéologie qui, là encore, doivent nous mettre la puce à l'oreille d'un dérangement psychiatrique. Donc quand Macron va en Afrique dire on doit aider à réguler les sujets de corruption qui sont un fléau pour le continent africain, alors que la corruption est un fléau en Europe, elle coûte 1000 milliards de dollars à l'Union européenne, d'après les études solides dont on dispose. Et elle a progressé en France de 28% depuis que Macron est au pouvoir. Donc aller faire la morale aux Africains, c'est bien, mais se regarder dans un miroir, c'est plus compliqué, et on a là une nouvelle fois l'illustration de cette arrogance et de cette toute-puissance. Alors évidemment que, là encore, ça se voit, quand un père de famille est alcoolique et finit bourré en traitant les gens n'importe comment, ça se voit. Et bien là, les mauvaises manières d'Emmanuel Macron et son problème de relation à la réalité et aux autres se voient. Donc par exemple, il avait parlé au sujet du Maroc en disant nos relations sont très bonnes et amicales. Eh ben non, il y a eu une réaction du Maroc par un haut fonctionnaire qui évidemment avait forcément l'aval du roi, disant non, nos relations ne sont ni amicales ni bonnes. Et donc, ce qui nous crève les yeux, nous qui ne sommes pas sous hypnose en France, le monde entier le voit et l'observe. Ainsi, bien sûr, que ces inconduites manifestent. Que Macron aime bien tripoter de jeunes éphèbes, de couleur ou non, ne regarde que sa vie privée, mais l'exhibition de ses comportements présidentiels pose problème. Verrait-on Charles de Gaulle dans cette position? Verrait-on Georges Pompidou dans cette position? Verrait-on même François Mitterrand ou Jacques Chirac dans cette position? Bien sûr que non. Et donc Macron nous met devant le fait accompli de son inconduite et avec une jouissance évidente des licences qu'il s'accorde et qui bien sûr ne devrait pas faire partie du répertoire d'un chef de l'État pendant qu'il assume ses fonctions. Une fois qu'il sera plus en fonction, bon, il sera probablement en prison, donc il aura peut-être des partenaires de cellules avec qui batifoler, mais une fois qu'il sera plus en prison, il fait ce qu'il veut, mais comme président, excusez-moi, ça pose un problème. Alors j'ai déjà souligné dans les traits psychopathologiques pervers qu'on retrouve de manière évidente chez ce personnage, et de nouveau il ne s'agit pas de faire une critique politique et surtout pas d'instrumentaliser la psychologie pour faire une critique politique, mais vraiment s'intéresser au sujet même. Eh bien on voit qu'il y a ces expressions très troubles, très alarmantes, très ambiguës, comme quand il nous disait « la bête de l'événement arrive ». Et ce qui est fascinant dans ces cas-là, c'est qu'il a toujours cette expression de jubilation, fugace la plupart du temps, on appelle ça des micro-expressions en psychologie. C'est le grand psychologue américain Paul Ekman qui a détecté ces micro-expressions, qui sont notamment très utiles précisément pour repérer les psychopathes et les sociopathes. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est accusé d'avoir commis un crime violent et qui vous raconte toutes les bonnes raisons pour lesquelles ça peut pas être lui, etc., et que tout d'un coup il a cet éclair de jouissance au fait d'être en train de vous embobiner, c'est une des manières, et on peut capter ça avec des caméras vidéo et le passer au ralenti, par lequel on peut voir à qui on a affaire. Et donc, alors évidemment, il y a des journalistes qui sont mobilisés tout de suite dans la presse prostituée. William Oduro du Monde, donc qui est un spécialiste des jeux vidéo, mais qui a été un des principaux harceleurs des courageux résistants sanitaires. Il a fait des papiers absolument diffamatoires sur un ensemble de personnalités. Il est d'une agressivité lui-même pathologique. Et donc vous voyez que lorsqu'il n'attaque pas des résistants sanitaires, il encense le chef de l'État en expliquant pourquoi on a mal compris ce qu'il voulait dire. Bon, c'est un job comme un autre, mais ça rappelle plus le stalinisme ou l'Italie fasciste que la démocratie et la tradition française. Une autre séquence très intéressante, lors d'une interview avec Edoui Plenel, Macron a été interrogé sur son milieu professionnel, la banque, et il est entré dans un espèce d'état de transe. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment, on l'a vu physiquement. Je ne peux pas passer les images parce que je ne dispose pas des droits, mais
où il a fini par dire « Si ce n'était que la cupidité qui m'habitait, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. » Et là, vous voyez, il a eu, voilà, j'ai fait un arrêt sur image, cette micro-expression, tout comme il y a eu celle-là que j'ai déjà soulignée, à un moment où, en réponse à une journaliste, il disait « Oui, c'est vrai que pour les jeunes, la crise Covid a été vraiment très dure. » Et là, vous voyez, quelque chose qui relève psychologiquement de la jouissance sadique. On verra dans un instant pourquoi. Et puis, cet extraordinaire jeu avec la vérité et les mots, où il dit les choses tout en prétendant ne pas les dire, mais en les disant quand même, mais pour qu'on ne puisse pas dire qu'il l'a dit. Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que fonctionne le psychisme de ces gens-là. Donc par exemple, il s'est exprimé tout récemment sur le modèle de l'hôpital en disant, vous voyez, convaincu, et en plus avec des gestes comme ça, c'est plus dur de le réinventer, l'hôpital public, quand tout n'a pas été détruit. Ok. Donc il est bien en train de détruire l'hôpital public, mais si vous le dites, on vous dira « Ah, ça c'est des fake news et vous êtes un complotiste du fait de dire ça. » Autre exemple, il y a ce fameux tableau exposé au Palais de Tokyo qui a fait scandale parce que, vous voyez comment c'est tourné dans la presse, des associations estimaient qu'il représente une scène pédopornographique, ce que dément la peintre. Alors, j'ai quand même mis un petit carré à l'endroit indiqué, mais donc c'est un homme adulte en érection qui reçoit une fellation de la part d'un enfant agenouillé, les mains attachées derrière le dos. Ce qui évidemment a choqué beaucoup de personnes, mais aussi des associations de lutte contre la pédocriminalité. Mais voyez, des associations estiment qu'il représente une scène pédopornographique. Est-ce qu'on peut estimer autre chose que ça? Ce que l'artiste dément. Ah ben, si elle dément, c'est qu'elle est démente, elle aussi. Et là, vous voyez, Macron, tableau au sujet donc de ce tableau qui a été vandalisé par un grand-père qui arrivait avec de la peinture et qui l'a jeté sur ce tableau, Macron condamne une atteinte à nos valeurs. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est un chef-d'œuvre de perversité. Il invoque la défense de l'art. Et on sait que des militants climatiques se sont attaqués à des vrais tableaux représentant des sujets non polémiques et non criminels comme celui-là. Et donc, il prend prétexte de la défense de l'art pour faire passer en fait de manière subliminale la pédocriminalité comme une valeur. C'est-à-dire que dans ce tableau et l'acte de vandalisme, entre guillemets, qui a été commis, il y a deux choses. Il y a le fait de respecter une œuvre d'art, et puis il y a le fait que cette œuvre d'art représente de manière obvie et dans le déni de l'artiste et des autorités, quelque chose qui est un énorme problème de société, qui afflige les sphères dirigeantes en particulier, mais pas que évidemment, et qui est totalement réprimé par l'appareil d'État, alors même qu'on sait que de nombreux cercles sont impliqués. Et vous voyez, la réaction de Macron répond aussi celle de Jack Lang, qui a manqué plus que lui, intolérable acte de vandalisme, porter atteinte à la liberté de création des artistes est inacceptable, soutien entier aux artistes et au Palais de Tokyo. Maintenant, faut-il rappeler que Jack Lang a fricoté depuis toujours avec des milieux où la pédocriminalité était courante et banalisée, qu'il s'agisse d'affaires Duhamel-Kouchner, qu'il s'agisse de Daniel Cohn-Bendit, qu'il s'agisse de Frédéric Mitterrand. Nous avons des gens qui s'attaquaient à des enfants ou à des adolescents en toute impunité, en considérant entre eux que c'était le bon vivre. Et Lang, qui est lui-même l'objet de rumeurs quant à des délits pédocriminels, alors ce sont des rumeurs, on va pas prendre ça comme étant une réalité avérée, mais il faut savoir qu'il est sous le coup de diverses plaintes sur ce motif-là. Et donc, on voit que quand il réagit à cette attaque contre le tableau en disant « il est inacceptable qu'on attaque un tableau sans tenir compte du contenu et du contexte », eh bien, il se met dans une position où on a toute cette ambiguïté extrêmement malsaine. Alors, en ce qui concerne Macron, je renvoie à cette analyse que j'ai publiée sur YouTube, Violence d'État, crise institutionnelle et psychopathologie du pouvoir, où je rappelais que le chef de l'État présente
toutes les caractéristiques de ce qu'on appelait la triade noire à l'époque et la tétrade aujourd'hui, c'est-à-dire le machiavélisme, la psychopathie et le narcissisme. On a rajouté le sadisme en cours de route, c'est-à-dire la jouissance prise à infliger de la souffrance à autrui, qu'on a vu transparaître dans ces micro-expressions de Macron. Et je vous renvoie également à l'analyse d'Adriano Sagatori, qui est psychiatre et psychothérapeute, qui a l'habitude de faire des évaluations. Il dit bien, c'est pas un diagnostic psychiatrique, c'est une évaluation, et lui considère, depuis 2017, mais il l'a confirmé récemment, que Macron est un psychopathe dangereux. Alors vous pourrez trouver le détail dans un article publié sur François, qu'évidemment Macron veut faire interdire, et dans lequel, vous voyez, on montre que l'analyse de Segatori, en 2017, identifiait 3 paradigmes définissant la personnalité pathologique d'Emmanuel Macron. D'abord, l'idée qu'il n'existe pas de limite. Il peut dire tout et n'importe quoi, il est la vérité, et les autres ne peuvent être que dans le déni. Le sentiment d'omnipotence dès l'enfance est encore plus présent chez l'adulte, et un narcissisme malveillant. Je crois que ça, si on n'en est pas convaincu aujourd'hui, c'est vraiment qu'on a de la purée de marron devant les yeux. Et puis, partant de ce constat, de cette évaluation, le docteur Segatori concluait l'analyse en disant « ça présente un réel danger ». Parce que d'abord, comme tous les psychopathes, Macron a une très haute idée de lui-même, il n'aime pas la France et ne lutte pas pour le peuple de France, et ce mépris pour la population, comme le rappelle avec son humour et sa verve le grand sociologue Michel Maffezoli, pour ces élites-là, le peuple, ça pue du cul. Excusez la trivialité de l'expression. Et on voit ça, Macron se sent beaucoup plus proche d'un trader de New York ou de Londres ou de Francfort que d'un paysan du Berry, un pêcheur breton, un cultivateur maraîcher du Sud ou qu'un instituteur de province. Et il n'aime pas la France. Par contre, il s'aime énormément lui-même et en fait, il est en lutte pour maintenir sa fragile identité. Et on a eu des témoignages qui ont fuité dans la presse récemment, comme quoi il est passé par des phases de dépression assez intenses, parce que quand son bon vouloir et sa toute-puissance sont mis en échec, ça tangue à l'intérieur, mais c'est là où ces gens peuvent devenir particulièrement dangereux. Et faut-il rappeler qu'en France, Emmanuel Macron a pris le parti de la violence. C'est pour ça qu'il est totalement contre-productif de chercher à le mettre en échec par des manifestations avec un risque de violence, parce qu'il ne demande que ça. Alors Segatori prend d'autres exemples, comme celui du sommet européen à Versailles, qui a donné, l'obsession de Versailles, qui a donné l'occasion au président réélu de faire une démonstration ostensible de son pouvoir, une autocélébration et une exposition autocratique du pouvoir qu'il a aujourd'hui sur la France. Et donc, une amie de Segatori lui avait suggéré le néologisme de syndrome Napoléon, et je crois que c'est très très juste. C'est un narcissique incapable d'admettre qu'il a pu échouer ou qu'il a tort, parce que cela reviendrait à remettre en cause son moi profond et causerait un effondrement narcissique indélébile. Dans la plus récente vidéo qui a été publiée il y a quelques mois, où Segatori confirme sa première évaluation, il répète que Macron n'a pas de morale. Il n'a pas de morale. Et les auteurs du Traître et du Néant, ces 2 journalistes d'investigation qui ont enquêté sur Macron, sont arrivés à la même conclusion. C'est quelqu'un qui n'a aucune morale, aucun scrupule, aucun sens de la parole donnée. C'est un prédateur qui doit réussir à immobiliser une proie, et cette proie, symboliquement, peut être la France ou les Français. Et donc, quand il dit « nous limiterons l'accès à la vie sociale des non-vaccinés, nous allons pourrir la vie de un tel, nous ne considérons plus comme citoyens telle ou telle catégorie, tous ceux qui ne vont pas dans le sens du bien défini par le tyran deviennent ses adversaires et donc ses proies. Les soignants suspendus qui ont été privés de salaire pendant pratiquement 2 ans, c'est quelque chose qui n'existe dans aucun autre pays. Les tribunaux américains qui ont jugé la matière récemment ont toujours forcément imposé le remboursement des salaires qui n'avaient pas été versés. Mais Macron, lui, veut affamer, éliminer et fantasmatiquement tuer ces gens-là. Et donc,
tant qu'on ne mesure pas qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans cette gravité psychique, qui est celle des Caligula, des Néron, des Napoléon, donc des gens qui seront prêts à tout pour ne jamais apparaître en faiblesse, avoir tort ou reculer. Et ça, pour un chef de l'État, c'est un poison absolu pour la nation. Et malheureusement en France, avec la classe parlementaire qui se couche et qui fait son jeu, et une presse prostituée qui, au lieu de soulever les questions qui se posent et qui posent un problème énorme pour la nation et sa vie politique, eh bien, se contente de recevoir des offrandes qu'il déverse à coups de centaines de millions d'euros pour ne faire que des papiers laudateurs ou euphémisateurs. Faut-il rappeler aussi qu'il y a une suspicion évidente de cocaïnomanie importante chez Macron ? C'est pas le seul, Zelensky est dans ce cas-là, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande et celle de Finlande sont dans le même cas. Donc, effectivement, toute personne qui connaît les addictions repère qu'il y a des signes très manifestes en ce sens. Alors, si un chef d'entreprise ou un trader souffre d'addiction à la cocaïne, ça met en danger son entreprise ou son portefeuille, ses clients, ses employés. Mais vous voyez ce que je veux dire, le potentiel de dégâts est limité. Quand c'est un chef d'État d'un pays de 66 millions d'habitants qui détient l'arme nucléaire, le danger est majeur. Et donc, il faudrait que l'Assemblée nationale impose des tests chimiques de cheveux, on peut trouver toutes les traces de consommation sur des mois, pour attester ce qu'il en est. Car si Emmanuel Macron, comme tout semble l'indiquer, souffre d'une addiction à la cocaïne, c'est un danger majeur pour la France. Et puis, je reviendrai dans une deuxième analyse sur le côté tyrannique, c'est-à-dire la mise en échec de l'état de droit et de la démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie, et à travers toute une série d'agissements, alors là encore, il ne s'agit pas de porter des accusations gratuites, il s'agit de documenter des faits qui montrent que la démocratie et l'état de droit ne fonctionnent plus, et donc bunkériser, Macron maintenant obsessionnellement veut faire taire les opposants, et donc il prévoit la censure des opposants sur les réseaux sociaux, avec la possibilité de les bannir pendant plusieurs mois, pour ne pas qu'ils viennent importuner l'auguste président, l'auguste tyran, avec des propos qui lui déplairaient. Donc nous reprendrons cette analyse, mais dans un registre beaucoup plus politique, plus loin dans la semaine, et notamment Le Grand Manipulateur, c'est le titre d'un ouvrage, là encore d'un journaliste d'investigation, Mark Endenveld, qui lui parle des réseaux secrets de Macron. Beaucoup de gens ont souligné qu'il n'était qu'une marionnette au service d'intérêts autres. Ce n'est pas une spéculation. Klaus Schwab, le directeur fasciste du Forum économique mondial, je dis fasciste parce que c'est le programme, c'est la collusion entre les États et les grandes entreprises, a clairement dit « Macron est notre homme et il réalisera notre programme en France ». Ce qui relève accessoirement de la haute trahison, en tout cas de l'atteinte aux intérêts supérieurs de la nation, et donc évidemment que Macron, qui est un instrument, qui est un fer de lance, mais avec un profil psychopathologique très intéressant pour ceux qui l'ont mis dans cette position, dispose de réseaux secrets. Et là encore, si on n'est pas capable d'imaginer que derrière une configuration comme celle-là, il y a 2 ou 3 choses un peu suspectes à aller voir, eh bien c'est qu'on est dans une naïveté qui est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre à l'heure qu'il est. Je vous remercie et à demain.